Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est rendu dans le Haut-Rhin hier, une visite amicale dans l'un des fiefs des Grimaldi. Plus de détails dans quelques instants. La campagne de vaccination se poursuit en principauté. Une troisième dose est actuellement administrée. Qui est concerné? Pourquoi est-il si important de se faire vacciner? Élément de réponse dans notre JT. Puis nous nous rendrons en Grèce, rejoindre Stéphane Valéry. Le président du Conseil national participe actuellement à la conférence européenne des présidents de parlement. Et enfin, Jérôme Froissart, secrétaire général de l'AMAD, sera avec nous pour évoquer ensemble l'impact de la crise sanitaire sur les missions humanitaires et les futurs projets de l'association. Je vous le disais en titre, le Prince Albert II était dans l'est de la France. Mercredi, c'est dans une petite commune du Haut-Rhin que le souverain a inauguré un espace muséal dont la construction a été soutenue financièrement par la principauté. Une équipe de Monaco Info était sur place, voyez son reportage. C'est un petit village confidentiel dans l'est de la France où un bout de rocher domine le village. Ferrette est situé dans le sud de l'Alsace. Ici vivent un peu plus de 700 âmes, des habitants qui viennent de vivre un moment privilégié avec la visite de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans leur commune. Pour tous nos habitants, c'est c'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Alors aujourd'hui, tous les habitants ne sont pas conviés, mais nous avons beaucoup de participants qui sont des donateurs de l'association qui a permis de réaliser l'espace muséal de Ferrette. Est-elle un symbole? Le prince souverain a été accueilli sous un ciel azuréen, place des Comtes, lui qui porte le titre de comte de Ferrette. Le titre de comte de Ferrette est issu de la titulature des ducs de Mazarin par le mariage en 1777 de Louise de Montmazarin avec le futur prince Honoré IV de Monaco. Et en 1659, les Mazarins avaient succédé à une autre dynastie européenne prestigieuse, les Habsbourg, la maison d'Autriche, puisque en 1324, la dernière héritière des comtes de Ferrette d'origine avait épousé Albert II, un autre Albert II de Habsbourg. Et c'est pour cette raison qu'en 2006, il y a 15 ans, le prince souverain avait déjà été invité avec l'archiduc Otto de Habsbourg pour le 900e anniversaire du comté de Ferrette. 15 ans plus tard, le prince Albert II est donc de retour dans l'un des fiefs des Grimaldi. Il est venu, en toute amitié, inaugurer l'espace muséal Renaissance dont il est l'un des mécènes. 6 ans ont été nécessaires pour concevoir ce lieu d'échange et de culture. Situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville datant du XVIe siècle, il présente 2 expositions, dont l'une permanente qui retrace l'histoire de Ferrette, une histoire liée aux Habsbourg, aux Mazarins et aux Grimaldi, une nouvelle façon de découvrir Ferrette. Tout le monde sait qu'il y a une petite part d'histoire liée à Monaco, mais personne ne sait les détails, ou très peu de gens savent les détails. C'est pour ça qu'on a maintenant voulu vraiment expliquer cette période, mais on est allé plus loin. On voulait aussi expliquer un peu la vie à Ferrette ou dans notre région à cette époque. C'est pour ça qu'on a pas mal de documents. On parle aussi des épidémies du XVIIe siècle. Il y a quelques documents pour bien montrer que des épidémies, il y en avait déjà à cette époque. Le prince Albert II a profité de sa présence dans le Haut-Rhin pour se rendre à quelques kilomètres de là, dans la petite commune de Fellbach. Une centaine d'habitants avaient fait le déplacement portable à la main pour immortaliser ce moment. Ici aussi, la principauté participe à restaurer et faire connaître la richesse de cette région liée à Monaco par l'histoire. Le souverain a pu découvrir l'église Saint-Jacques, joyau architectural classé monument historique. Le décor intérieur d'une grande sobriété se distingue des autres églises romanes de la région. Ce déplacement dans le Haut-Rhin aura une nouvelle fois renforcé les liens historiques mais également amicaux qu'entretiennent Monaco et ses communes du Sundgau. Et comme vous avez pu l'entendre dans ce reportage, le prince Albert II s'était déjà rendu à Ferrette en 2006, soit 1 an après son avènement. C'était d'ailleurs l'un de ses premiers déplacements dans une commune liée à sa famille. Je vous propose de l'écouter. C'est une visite particulière parce que vous connaissez les liens historiques entre la principauté, ma famille et l'Alsace en général, et le Haut-Rhin en particulier. Mais voilà, Ferrette a une histoire encore plus
marquée, plus prononcée. Et vraiment, ce nouvel espace muséal est là pour rappeler d'abord toute l'histoire ancienne de Ferrette, bien avant l'arrivée de mes ancêtres et la mise de ce territoire sous sa responsabilité. Donc c'était très intéressant, je crois, de voir comment valoriser ce patrimoine et comment il est présenté aux visiteurs qui viendront, j'en suis sûr, visiter ce très bel espace à qui je souhaite le plus grand des succès. Et chaque année depuis 2018, les fiefs des Grimaldi sont mises à l'honneur sur la place du Palais Princier. Les prochaines rencontres des sites historiques mettront en lumière les territoires de Belfort les 4 et 5 juin prochains. Santé à présent, la 3e dose de vaccination a été mise en place depuis près de 2 mois maintenant. Elle s'adresse à une population ciblée, laquelle? Élément de réponse dans ce reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. L'occasion aussi de faire le point sur l'intérêt de la vaccination en général. Regardez. Nous sommes à l'auditorium Régnier 3 qui depuis le début de l'été est devenu centre de vaccination. Ici plusieurs générations sont représentées mais aussi plusieurs profils car des personnes sont là pour une première injection du vaccin, plusieurs pour la 2e, d'autres encore plus récemment pour une 3e. Au début du mois de septembre, la 3e dose a été ouverte pour les personnes qui présentent un système immunitaire fragile, c'est-à-dire qui souffrent de pathologies spécifiques qui rendent leur système immunitaire un petit peu plus faible. Donc pour ces personnes, sur présentation d'un certificat médical, le gouvernement a autorisé l'administration d'une 3e dose. 2e étape, début octobre, l'Agence européenne du médicament s'est prononcée pour une systématisation de la 3e dose pour les personnes les plus fragiles, notamment les personnes de plus de 65 ans. Et donc à la lumière de cet avis, après avoir réuni les scientifiques du Comité national de la vaccination, le gouvernement princier a décidé d'aller dans cette voie et d'ouvrir donc le principe de cette dose supplémentaire pour les personnes âgées de plus de 65 ans, mais aussi pour les professionnels de santé. Cette dose de rappel permet donc au virus de moins se propager. À ce jour, 1150 personnes ont bénéficié de cette 3e dose. Il faut dire qu'il a été constaté d'après des données médicales que la protection immunitaire diminue de manière plus marquée à partir du 6e mois sur les personnes de plus de 65 ans. Nous avons d'ailleurs rencontré Pierre. C'était ma 3e dose. J'étais, je veux dire, impatient, c'est pas de la propagande. J'étais impatient de me faire vacciner dès la 1re dose. En l'absence de traitement, la vaccination, mais aussi le respect des gestes barrières. Je pense qu'il faut aussi largement insister sur la nécessité de respecter ces gestes barrières au quotidien. Ce sont les seuls moyens à notre disposition pour protéger la population, pour que chacun se protège les autres et pour que nous puissions envisager de poursuivre ce retour à une vie normale à laquelle tout le monde aspire. Et parmi justement ceux qui y aspirent, Mathilde et Ilan, tous deux ne sont pas là pour une 3e dose. Primo-injection pour lui et 2e pour elle. Ils ont fait le choix de se vacciner pour des raisons différentes. Pour protéger moi, puis protéger aussi les autres du Covid. Puis j'espère que grâce à la vaccination, on pourra éradiquer le Covid. C'est pas vraiment par choix, c'est plus par utilité parce que je dois partir faire des études au Canada. Donc même si j'ai été contaminé par le Covid, je dois quand même faire une 2e dose, donc me faire vacciner. Et si vous aussi vous souhaitez être vacciné ou pour toute autre question sur le coronavirus, un numéro, le 92 05 55 00. Intéressons-nous à présent à cette cellule qui dépend de la direction de l'action et de l'aide sociale. La médiation familiale est située au Saint-Sébastien, au 6 boulevard de Belgique, où vous accueille Véronique Pratt. Quelles sont ses missions? Quel est le rôle de cette cellule? Et à qui s'adresse-t-elle? Sandrine Nègre et Thomas Deus sont allés à sa rencontre. La médiation en principauté s'adresse aux résidents et aux salariés de la principauté, ainsi qu'aux parents d'enfants scolarisés à Monaco. Je suis d'abord facilitatrice de dialogue. C'est-à-dire que je suis là dans l'idée de soutenir la parole de chacun, de sortir du schéma qui a tort, qui a raison. La majorité des cas sont des couples, des parents séparés ou divorcés, qui restent en conflit. Ce qui se présente plus récemment en France aussi, ce sont des couples qui vivent encore sous le même toit et qui viennent pour une aide à la décision. Après, il y a des fratries, par exemple pour les questions successorales,
ou dans la prise en charge de parents âgés. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des situations intergénérationnelles, parents, ados, dans des situations de famille recomposées, beaux-parents, ados souvent. Et puis il y a les médiations judiciaires, donc là qui sont proposées par la juge. Vous venez de le voir, numéro de téléphone et adresse mail sont à votre disposition si vous êtes dans l'une des situations exposées par Véronique Pratt. Rendons-nous à présent en Grèce où nous attend Stéphane Valéry. Le président du Conseil national participe actuellement à la conférence européenne des présidents de parlement. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer le but de cette rencontre en Grèce et son importance ? Oui, ça a lieu tous les 2 ans, donc c'est la réunion des présidents des parlements de l'Europe, en fait, mais de la grande Europe, l'Europe géographique, celle du Conseil de l'Europe, non pas l'Union européenne. Donc nous sommes 47 présidents, présidentes de parlements réunis ici à Athènes. Le but, c'est d'aborder des grands thèmes d'actualité, d'intérêt commun pour l'ensemble de nos pays et de nos parlements, mais c'est aussi bien sûr je dirais de développer des relations plus personnelles avec mes homologues, où on peut rencontrer les présidents français, italiens, bien sûr de tous les petits États d'Europe avec qui nous sommes très proches. Et donc c'est aussi un moment où on peut en profiter pour renforcer ces relations personnelles avec eux qui peuvent évidemment être très utiles sur des sujets d'actualité ou des sujets futurs. Alors justement, quels sont les thèmes abordés lors de cette conférence ? Trois grands thèmes ont été retenus par le Conseil de l'Europe pour que les présidents donc échangent leurs expériences sur ces questions. Il y en a donc 3. Le plus important pour moi, celui que j'ai choisi en tout cas sur lequel je vais intervenir, ça sera donc le retour d'expérience et l'apport de chaque Parlement et de chaque pays à la réponse qu'il a faite à la crise sociale, sanitaire bien sûr et économique de la Covid-19. Il y a un deuxième thème lié aux politiques de l'environnement, comment garantir pour les peuples d'Europe un environnement sain et durable. Il y a un troisième thème sur le futur, donc comment partager ensemble un futur commun pour toutes les populations européennes. Alors vous venez de le mentionner, la crise sanitaire était à l'ordre du jour. Qu'ont donné ces discussions? Qu'en est-il ressorti? Écoutez, moi j'ai appris beaucoup en écoutant mes collègues, mais j'ai aussi surtout moi développé bien sûr l'exemple monégasque. J'ai expliqué donc l'unité des institutions, la création de ce comité mixte entre le gouvernement et le Conseil national par le prince souverain, les 40 réunions et plus qu'on a eues tous ensemble, mais aussi les décisions qu'a pris Monaco, l'État monégasque, sous l'autorité de notre prince, et puis le courage et la clairvoyance aussi qu'a eu le prince, puisque nous n'avons pas suivi les grands pays. Nous avons, rappelons-nous-en, nous n'avons pas été confinés une deuxième fois, nous avons eu des restaurants, des commerces ouverts, pas de couvre-feu quand d'autres l'avaient. Donc j'ai développé la singularité de la principauté, nos structures hospitalières qui ont mieux résisté qu'ailleurs, nos médecins, notre médecine de ville, notre solidarité, notre sens civique à Monaco qui a bien fonctionné pour la population et à qui je rends hommage. Et je crois que voilà l'exemple monégasque aujourd'hui avec les plans de relance, avec la reprise économique et les bons résultats budgétaires, voilà, c'était l'occasion pour moi aussi effectivement de mettre en avant ce modèle monégasque. Alors tout n'a pas été parfait. Nous avons tous, dans tous les pays, dans tous les parlements, découvert une crise inédite, mais on a aussi tous beaucoup appris. Et je dirais qu'on est encore plus prêt, si jamais à l'avenir des moments aussi difficiles arrivaient, on est encore plus prêt pour mieux réagir en échange de ces expériences justement. Vous parliez tout à l'heure de renforcer les liens entre les pays. Vous êtes à l'initiative d'ailleurs d'une réunion qui a eu lieu ce matin entre les présidents de parlement des petits États d'Europe, c'est ça? J'ai créé cette conférence des présidents des parlements des petits États d'Europe en 2006 et depuis chaque année elle se réunit. Donc nous avons été choisis récemment pour accueillir la 15e conférence qui aura lieu à Monaco donc les 12 et 13 juin 2022. Je tenais à réunir tous mes homologues des petits États ce matin, ils ont répondu présents pour préparer une très belle conférence l'année prochaine que je souhaite élargir au-delà de la conférence des présidents des parlements, élargir à l'économie. Donc grâce au Monaco Economic Board, nous allons avoir aussi une réunion de toutes les chambres de commerce des 9 nations, donc des 9 nations qui ont moins de 1 million d'habitants en Europe. Et nous allons avoir également une réunion de toutes les directions du tourisme. Le but est
de faire la promotion d'abord bien sûr de nos économies, de développer nos relations économiques entre les entreprises de nos 9 pays, mais aussi d'assurer à travers des stands de promotion les voyages donc, de la population de Monaco et de la Côte d'Azur vers les 8 autres petits États. Donc le but c'est, au-delà des échanges politiques, nous voulons vraiment développer les relations économiques entre nos 9 nations. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Valéry d'avoir été avec nous depuis Athènes et nous reviendrons plus largement sur votre déplacement dans notre édition de demain avec notre équipe sur place. Merci infiniment. Merci à vous Madame Rousseau. Et rejoignons Julia Vielle pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Julia, on débute avec de nouvelles lettres de créance remises aujourd'hui au Palais Princier. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, l'ambassadeur d'Algérie, Mohamed Antar Daoud, avait rendez-vous à 9h30 ce matin en Principauté pour rencontrer le prince. La République de Namibie pouvait-elle compter sur son représentant Albertus Aoshamub, qui a lui aussi pu se rendre à Monte-Carlo aux alentours de 11h30. Dae Jong-yo, ambassadeur de la Corée, a remis ses lettres de créance. Et pour finir, Ernest Nyokindi, ambassadeur du Burundi, est arrivé au palais et a pu échanger lui aussi avec le prince. Monaco a participé dernièrement à la réunion de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique, Julia. Lancée il y a 2 ans, cette coalition regroupe les ministres de Finances des 65 États développés et en développement. Elle a pour but d'échanger sur des stratégies économiques qui prennent en compte les enjeux du changement climatique. Ce groupement de pays dont Monaco fait partie représente en effet 39% des émissions de gaz à effet de serre et 63% du PIB mondial. Dans ce contexte, la principauté poursuit son initiative Monaco Finance Durable et redouble d'efforts pour associer finances et enjeux environnementaux. Dans un tout autre domaine, Monaco Boost, la pépinière d'entreprise, lance un nouvel appel à candidature. Si vous êtes un entrepreneur de nationalité monégasque et que votre activité est en cours de création ou a été récemment créée, vous pourrez peut-être profiter des espaces de travail Monaco Boost. Privatifs ou partagés, les bureaux sont adaptés en fonction des besoins de chaque entreprise. De nombreux équipements et services sont aussi proposés pour favoriser la mise en relation et les échanges collaboratifs. Les personnes intéressées devront déposer un dossier de candidature avant le 26 novembre 2021, midi précisément. Les entrepreneurs retenus rejoindront donc la communauté d'entrepreneurs Monaco Boost. Merci Julia. Nous parlions de la crise sanitaire tout à l'heure avec le président du Conseil national, une crise qui a impacté de nombreux secteurs dans différents domaines, dont notamment celui de l'humanitaire. Depuis près de 60 ans, l'AMAD s'engage en faveur de la protection et de l'épanouissement de l'enfant à travers le monde. Est-ce que la pandémie a freiné ses actions? Comment a-t-elle pu agir sur le terrain malgré les mesures sanitaires et ainsi continuer ses missions? Pour le savoir, nous avons contacté le secrétaire général de l'AMAD. Bonsoir Jérôme Froissart. Bonsoir Émilie. Comment l'AMAD a-t-elle traversé cette période de crise? Quel a été l'impact sur vos différents projets et vos différentes actions? Nous avons, je dirais, l'avantage de travailler avec des opérateurs de terrain. Donc nous avons pu poursuivre nos actions à distance. Rien n'a été annulé et nous avons pu même, je dirais, dans le cadre de l'urgence. Donc rapidement, nous sommes organisés au tout début de la crise pour identifier, sourcer sur le terrain des opportunités de travail. C'est comme ça qu'on a été amené à être dans les premiers, à équiper un hôpital au Burkina Faso, les 2 hôpitaux nationaux en concentrateur d'oxygène. Nous avons aussi soutenu la Fondation Panzi, qui est un partenaire de l'AMAD en RDC, pour équiper le laboratoire de la Fondation Panzi et pour faire les premiers tests antigéniques aux populations vulnérables du site Kivu. Alors on a pu le voir sur notre antenne, vous avez amorcé un virage vers des actions plus locales aux portes de Monaco. Est-ce que c'est la crise qui a imposé cela ou est-ce que c'est une volonté de l'AMAD? C'est une décision plus largement aussi de notre présidente et de notre conseil d'administration d'étendre nos activités dans la région. Cette année, nous avons créé au sein du CHPG un fonds social qui est dédié à la prise en charge
de mamans qui accouchent au CHPG et qui malheureusement n'ont pas les moyens nécessaires pour accueillir dans les meilleures conditions leur enfant au retour à la maison. Et puis aussi une ouverture sur le volet éducation, quelque chose qui a été suivi. Donc nous sommes à l'initiative de l'extension d'un programme tutorat d'excellence qui est dédié à identifier et à accompagner des collégiens qui ont un vrai potentiel. Et donc nous développons ce programme à 80 jeunes dans un premier temps dans 3 collèges prioritaires de Nice. Alors l'enfance est un domaine très vaste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les domaines d'intervention de l'AMAD, l'éducation? Vous venez de le dire, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. On travaille aussi sur la santé et sur la protection. C'est vrai qu'on s'adresse à des enfants particulièrement vulnérables, donc ce volet de protection est très important. Nous avons 4 grands programmes à l'heure actuelle. L'énergie de l'espoir, l'accès à l'énergie, Capoeira pour la paix, l'accompagnement à la démobilisation d'enfants soldats et l'insertion d'enfants vulnérables, un programme sur les mineurs non accompagnés et un 4e programme, Dignité pour les femmes, qui est aussi un programme sur l'accès à l'éducation pour les jeunes filles, la prise en charge, la prévention des abus sexuels. Et avec l'amélioration de la situation sanitaire, est-ce que vous entrevoyez une certaine forme de reprise dans votre cœur d'activité? Je pense par exemple à un retour sur le terrain vers certaines destinations. Nous lançons avant la fin de l'année une grande initiative au Sénégal sur l'accès à l'énergie destinée aux enfants pour favoriser l'éducation. Nous allons aussi nous rendre prochainement en République démocratique du Congo, dès que les conditions le permettront. Nous avons financé un centre maternel et infantile à Goma, dans l'est de la République du Congo, qui maintenant est un centre de référence dans cette zone qui est troublée par la guerre civile, mais qui est un réel espoir pour ces enfants. Et une mission peut-être aussi dans d'autres pays au Moyen-Orient, en Europe? Nous devrions aller au Liban suite aux explosions du 4 août. L'AMAD s'est mobilisée aux côtés de 2 autres associations monégasques, des Amis du Liban et de Monaco a des présences. Cette mobilisation, grâce à nos donateurs, a permis la réhabilitation d'une école qui se situait sur le port de Beyrouth. Et donc nous allons, 3 associations, nous rendre dans 10 jours à Beyrouth pour rencontrer nos partenaires, rencontrer les familles et puis pouvoir nous projeter pour les prochains mois. Merci infiniment. Merci beaucoup. Retrouvons Julia Vielle pour un dernier point sur le reste de l'actualité. Julia, grâce à l'événement Urban Painting Around the World, une importante somme d'argent a pu être récoltée au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Hier soir, au Novotel, l'UPAO a remis son chèque de la 5e édition de la performance de street art. Rappelez-vous, elle s'est tenue durant l'été à l'Esplanade des Pêcheurs du 6 au 8 juillet. C'est d'ailleurs cette édition qui a rassemblé le plus grand nombre de participants avec 11 artistes de 8 pays différents. Cet événement a rencontré un énorme succès puisque pas moins de 45 000 € ont été récoltés pour la Fondation Prince Albert II. Pour l'occasion, les artistes Mr. Wanties et Tons étaient présents pour dévoiler cette somme. Nous avons découvert dernièrement la photo officielle de l'AS Monaco prise au sein du Stade Louis II. L'AS Monaco au rugby a, elle, choisi un cadre particulier pour la photo de sa saison 2021-2022, le tout dans une très bonne ambiance, Julia. Le club de rugby de la Principauté s'était donné rendez-vous hier soir au ministère d'État pour la traditionnelle photo officielle de début de saison. Honneur aux filles, ce sont les joueuses tout sourire qui ont débuté, accompagnées de Pierre Dartout. Avec cette sublime vue du port Hercule en toile de fond, les gros gabarits du rugby monégasque ont ensuite pris la poste, toujours en présence du ministre d'État. Nous souhaitons d'ailleurs une très belle saison aux équipes de l'AS Monaco Rugby. Oui, et la saison a déjà débuté pour la Fédérale 3 qui reçoit Sifour dimanche au stade Prince Héréditaire Jacques. Le ministre d'État y donnera d'ailleurs le coup d'envoi fictif. Le 5e e-rallye de Monte-Carlo est parti ce mercredi de la Loire. Julia, les 55 équipes
poursuivent leur route, le tout dans un silence le plus complet. Ce 5e e-rallye 100% électrique et hydrogène évolue au rythme des autonomies des voitures qui, pour certaines, Émilie, dépassent les 400 km. La compétition s'est établie durant 2 jours à Valence. Le parcours final entre la Drôme et Monaco va d'ailleurs permettre à ces voitures de sublimer leur capacité. Les véhicules électriques arriveront demain en principauté. La fin de la compétition sera, elle, ce samedi 23 octobre. Je vous rappelle que l'objectif de ce e-rallye est de promouvoir les nouvelles technologies automobiles conçues pour émettre les plus faibles quantités possibles de polluants et de CO2. En d'autres termes, Émilie, d'avoir une conduite plus éco-responsable. Oui, et sachez que 4 équipes portent les couleurs monégasques, celle de la mairie, 2 de la direction de l'aménagement urbain et un autre équipage de la force publique. Un coup d'œil sur vos prévisions météo, le temps n'était pas vraiment à la fête aujourd'hui. Julia, quelle est la tendance pour demain ? Eh bien, ça ira beaucoup mieux demain, Émilie. Pas besoin de prendre votre parapluie en partant travailler car il fera très beau en ce vendredi 22 octobre. Les températures seront toujours douces pour la saison avec 20 degrés de maximale attendu. Pour finir, si vous connaissez une Élodie, n'oubliez surtout pas de lui souhaiter une très bonne fête. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte comme à l'accoutumée en images avec les photos d'Alice Blangero qui vous emmène ce soir au cœur de Roméo et Juliette présenté par les ballets de Monte-Carlo jusqu'à samedi à la salle Garnier. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain pour une nouvelle édition.